Alors, après les banques françaises l'été dernier, c'est au tour d'HSBC d'annoncer sa sortie du charbon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Alors, c'est vrai qu'on s'en souvient, le Crédit Agricole, il y avait BNP Paribas, Société Générale et aussi Natixis qui s'était engagé l'été dernier à sortir avant 2030 du charbon dans les grands pays, enfin dans les pays de l'OCDE. Voilà, maintenant c'est au tour d'une grande banque européenne, anglo-saxonne qui plus est, qui est d'ailleurs la plus grande banque d'Europe. À ceux qui disent que tout ça c'est de la com et que c'est des slogans, qu'est-ce qu'on leur répond? Ou est-ce que Il y a l'histoire est en marche là vraiment? Non, non, mais il y a évidemment de la com, il y a évidemment des slogans, mais j'ai tendance à croire que de plus en plus, il y a de l'action, parce qu'il y a de la demande, il y a de la demande des clients. Et le client final de toute l'industrie de la finance, c'est pas la finance, elle tourne pas sur elle-même. Derrière, il y a des clients, et en matière de placement, d'investissement, mais les clients, ce sont souvent, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, ce sont les fonds de pension, les investisseurs institutionnels, et ces fonds de pension, ils ont des futurs retraités, et ces futurs retraités sont de plus en plus exigeants sur ces questions-là, pour une raison simple, c'est qu'ils se disent que si on ne fait pas attention, par exemple au changement climatique, eh bien les placements qui doivent assurer leur future retraite, ces placements pourraient bien rapporter beaucoup moins que prévu. Et donc ils s'inquiètent et ils vont même jusqu'à saisir les tribunaux pour exprimer cette inquiétude. Ouais. Donc derrière, il y a une demande de la part des clients, mais à ceux qui disent, donc ceux qui critiquent encore une fois, qui disent qu'il y a un mouvement, mais qu'il est trop lent, qu'on devrait couper plus rapidement les financements des boîtes polluantes. On leur dit quoi eux aussi? Alors on peut dire que évidemment, si on fermait tout le financement aux industries polluantes demain, on aurait moins d'industries polluantes et on aurait moins de pollution et ça serait nettement mieux pour le climat. Oui, c'est vrai, mais il faut voir les conséquences de ce genre de mesures. Si on arrête demain de produire de l'électricité avec des produits fossiles, on n'aura pas assez d'électricité. Donc toute la question, c'est pas d'agir brutalement, c'est de se mettre en branle, d'agir, de se mettre en perspective d'une baisse progressive des émissions de gaz à effet de serre. Et la finance peut y contribuer. Et si elle le fait, si le robinet se ferme trop brutalement, ça risque d'avoir des effets absolument dévastateurs. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à avancer aussi vite que possible sans créer pour autant des catastrophes. Ouais. Qu'est-ce qui pousse, Jean-Marc, encore une fois, les grandes banques européennes, notamment HSBC, puisque c'est ça l'actualité, à accélérer ce virage vers, on l'a dit, c'est les clients, mais c'est aussi les réglementations, l'opinion publique, les marchés, voilà, c'est tout ça, les planètes s'alignent, on va dire. Bien sûr. Il y a tout un ensemble de facteurs. Il y a des ONG qui jouent un rôle absolument irremplaçable, en pistant, en traquant, alors avec parfois des décomptes qui sont contestables, mais un rôle qui est indéniablement positif pour aiguillonner les différents acteurs du système financier et les inciter à avancer. Mais quand on regarde cette décision HSBC, pourquoi cette HSBC a-t-il pris cette décision? Donc d'abord il y a une ONG britannique qui s'appelle Share Action qui a joué un rôle tout à fait important dans cette opération et d'ailleurs le PDG de HSBC remercie cette association. Mais il y a aussi les investisseurs. Les investisseurs, qu'y a-t-il parmi les grands investisseurs, les grands actionnaires d'HSBC? Il y a Amundi. Donc Amundi, c'est le premier gestionnaire d'actifs en Europe. Il a plus de 1700 milliards de dollars en comptant dollars pour faire les comparaisons internationales sous gestion. Et donc Amundi a insisté, ainsi que d'autres gestionnaires d'actifs, comme la Banque Postale Asset Management. Donc ces investisseurs ont beaucoup insisté auprès d'HSBC pour qu'ils prennent cette décision. Et alors pourquoi donc ces gestionnaires d'actifs insistent? Est-ce qu'ils seraient devenus écolos du jour au lendemain? Non, c'est parce que leurs principaux clients, leurs plus grands clients, les fonds de pension, leur demandent de manière de plus en plus insistante de
tenir compte de ces questions climatiques, notamment dans leur choix d'investissement. Il y a un an, il y a 3 très grands fonds de pension, dont le plus grand fonds de pension mondial, qui est celui qui gère les retraites des fonctionnaires au Japon. Donc, et puis aussi les instituteurs californiens, et puis aussi le fonds des universitaires britanniques. Ces 3 grands fonds ont dit à leur gestionnaire d'actifs, attention, il faut que vous preniez davantage en compte la question climatique. Et je termine la chaîne. Pourquoi donc les fonds de pension s'en inquiètent davantage? Eh bien, l'une des explications, c'est ce qui s'est passé en Australie il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y a un étudiant, il devait avoir un job d'étudiant dans une supérette. Et il a regardé c'était un étudiant en sciences de l'écologie, mais il a regardé son fonds de retraite et il s'est rendu compte que son fonds de retraite ne tenait pas compte de ce qui se passait en matière de réchauffement climatique. Et alors, il les a attaqués? Et alors, il a déposé plainte. Ouais. Les négociations ont duré 3 ans. Elles ont abouti il y a 3 mois. Le fonds de pension, qui est un des plus gros fonds de pension australiens, avec plus de 2 millions de clients futurs retraités, ce fonds de pension a dit OK, on va s'engager à ce que tous nos investissements deviennent carbone neutre, neutre en carbone d'ici à 2050, et surtout on va passer tous nos investissements au crible du risque climatique. Voilà. C'est l'élément déclencheur, Jean-Marc? C'est le battement d'aile du papillon là qui. Exactement. Exactement. C'est incroyable l'histoire, ça. Le point de départ, pardon, je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi. Un étudiant qui conteste encore une fois comment est géré sa future retraite, qui fait plier son fonds de pension en disant à la chaîne. Voilà. Et en disant en 2055, quand j'aurai droit à ma retraite, le réchauffement climatique, si on n'y fait pas attention, il va détruire vos placements et donc il va détruire mes futurs revenus. Et de fil en aiguille, on va jusqu'à HSBC aujourd'hui? Voilà, exactement. Et on a toute la chaîne en fait de la finance qui est en train de se mettre en perspective de trouver les moyens de financer, ce qui contribue moins que d'autres financements au réchauffement climatique. Après, on n'est pas naïf non plus, Jean-Marc. Aujourd'hui, toute l'industrie de la gestion d'actifs n'a plus que ce mot-là à la bouche, ESG, environnement, social, gouvernance. Alors non, là, il y a aussi de la com. Voilà, il y a aussi, ils me voient venir. Hein. Ils nous disent plus laver plus vert que vert. À commencer par le plus grand d'entre eux. On parle d'eux de lui ou d'eux parce que c'est BlackRock, c'est un géant mondial, c'est je sais plus 9 000 milliards d'actifs gérés dans le monde. Et on se dit, voilà, et qu'est-ce qu'est la part de greenwashing au-delà du cas BlackRock, évidemment, ou est-ce qu'encore une fois, les actes sont suivis de paroles? On a quand même beaucoup d'ONG qui sont très, très critiques, encore une fois, notamment vis-à-vis du géant mondial américain. Oui, et c'est tout à fait utile. Dans le cas de BlackRock, il y a évidemment de la communication. Le patron de BlackRock, Larry Fink, écrit chaque année une lettre qui est très suivie aux investisseurs, mais aussi... On ne peut que souscrire à ce qu'il nous raconte d'ailleurs. Aux entreprises dans lesquelles il investit. Et effectivement, depuis plusieurs années, il dit qu'il faut faire attention à ces thématiques-là, il faut faire attention au changement climatique, il ne faut pas investir... Mais après, il faut voter en Assemblée Générale, après. Alors ensuite, il faut voter en Assemblée Générale. Il ne l'a pas beaucoup fait jusqu'à présent. La donne est en train de changer petit à petit. C'est compliqué parce que BlackRock, par exemple, les 2/3 de ces placements, ils sont en gestion passive, ce qu'on appelle la gestion passive, c'est-à-dire que en fait, ces fonds, donc c'est plus de 6 000 milliards, c'est près de 6 000 milliards sont investis dans des indices. Et donc, dans les indices, vous ne pouvez pas enlever telle ou telle entreprise en disant elle est trop sale. Ouais. Donc, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Ceci dit, sur les autres placements, et puis aussi, on va avoir un jeu sur les indices. Petit à petit, on va avoir des indices qui vont se construire sur cette thématique-là. Et donc, ça va changer petit à petit. On peut dire que c'est trop lent, c'est sans doute vrai. Mais le mouvement de verdissement de la finance, il est réversible, Jean-Marc? Je pense qu'il est en large partie réversible. Alors, avec toutefois deux difficultés. La première, c'est que c'est la finance visible.
Et on sait qu'il y a la finance de l'ombre, hein, le shadow banking, et qu'il y a beaucoup d'argent qui passe par là et qui n'est pas visible et qui est beaucoup moins pointé du doigt par les associations. Donc la première chose est ça. Et puis la deuxième chose, c'est que dans le monde d'aujourd'hui où on a énormément d'argent qui circule partout, et bien il y a beaucoup d'industriels qui arrivent à trouver de l'argent par des canaux un peu compliqués, mais qui échappent à la lumière de la gestion d'actifs, par exemple. Voilà donc pour cette finance qui verdit, malgré tout, on va dire que le mouvement est enclenché. Merci, merci Jean-Marc. Merci David, au revoir. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bye.